Comment renverser Paul Biya, quand Brenda Biya vendait le secret? La déclaration il y a quelques années de Brenda Biya, la fille du président camerounais Paul Biya, sur les réseaux sociaux a mis la puce à l'oreille de ses détracteurs. Dans un post, Brenda a cité une phrase du fondateur de la BAS, Calibro, qui contient des informations cachées qui pourraient être utilisées pour renverser son père et son régime d'Etoudi. Selon ses détracteurs, la phrase de Brenda est un message codé qui indique son accord pour une révolte populaire contre le régime de son père. Il y a quelques années, Brenda Biya s'est prononcée sur la crise anglophone et les massacres de civils. 3 ans plus tard, la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est devenue plus sanglante. Dans son post récent, Brenda Biya a accusé les pays occidentaux d'être à l'origine de la crise anglophone. Elle a déclaré « Ne laissons pas la possibilité au diable de boire le sang des Camerounais qu'il cherche à boire depuis des décennies. Nous sommes tous Camerounais. » Elle a ajouté que le Cameroun est indivisible et que l'écoute de ceux qui veulent détruire le pays est une erreur. Elle a demandé à ses followers de se demander si le sang qui est versé est celui des Occidentaux ou des Camerounais. Elle a également comparé la situation en Libye à la crise anglophone, arguant que les pays occidentaux essaient de diviser les Camerounais pour continuer à les contrôler. La récente déclaration de Brenda Biya sur les réseaux sociaux a inquiété ses détracteurs, qui ont interprété sa déclaration comme un appel à une révolte populaire contre son père et le régime d'Etoudi. Certains détracteurs ont suggéré que la phrase de Brenda contient des messages codés qui pourraient être utilisés pour renverser le régime. Le passé méconnu de Chantal Biya, de la rue au Palais de la République, troublante révélation. Chantal Biya, la première dame du Cameroun, a vécu une jeunesse mouvementée avant de rencontrer l'amour de sa vie, Paul Biya. Dans son livre intitulé « La Belle et la République bananière », édition Nation Libre, Douala, l'écrivain camerounais Bertrand Tailloux revient sur le parcours de la première dame. L'ouvrage retrace sa vie, de sa jeunesse à son arrivée à Etoudi où elle se construit une image de femme influente. Découvrez le passé méconnu de Chantal Biya, de la rue au Palais de la République. Cameroun Web vous en propose un extrait. Au regard de sa propension à la générosité internationale reconnue, sa dynamique humanitaire si particulière, son aura de star mondiale de la lutte contre le sida, son look excentrique qui fait sensation à chaque apparition, Chantal Biya ne laisse personne indifférent. Elle est honorée ou érigée en diva, et vénérée comme telle par les plus grands de ce monde qui la couvrent de paroles bienveillantes. Distinction qui, infiniment, émeut l'octogénaire mari et rafraîchit le règne prodigieux du renouveau chaotique passé à renouveau passionnel, grâce à la muse sémillante qui fait de la tragédie une aubaine. Dans les années 70 à Dimako, les filles de joie, qui servent de gadgets appétissants aux néocolons blancs qui déciment les forêts d'Afrique centrale, ne manquent pas. Cette petite bourgade de l'Est Cameroun, de sa virginité naturelle convertie en poumon économique, est devenue un Eldorado qui suscite la curiosité, et donne aux villageois des environs l'envie d'y converger pour trouver du travail et améliorer leurs conditions de vie. L'exploitation forestière y offre du travail et, on y côtoie le blanc qui, en ses premières aurores de l'indépendance, reste toujours un mythe devant lequel se prosterne la peuplade qui n'éprouve pas encore la vocation universelle de l'émancipation acquise. Des noirs réduits à être des manœuvres ou des employés de maisons sous-payés, à la merci des fantasmes de leurs maîtres. Tous autant qu'ils sont, femmes, enfants ou maris. À cette époque, la barbarie coloniale a changé de mode opératoire. Ces exécutants sont issus de la nouvelle classe dirigeante acquise à la cause de l'ancien colon. Le gouvernement Ahidjo au pouvoir a pour mission de préserver les privilèges des anciens maîtres. Message reçu, sans faute, par les populations, après le sanglant avertissement des années de braise ayant précédé la fête du 1er janvier 1960, carnage au napalm si aveugle et barbare qu'à présent, la peur se répercute quasi naturellement, de génération en génération, transmis depuis les premiers parents qui, pour sauver la postérité, durent accepter de s'assouvir. À Dimako, convergent des assouvis, des peuplades serviles. On vient des villages environnants, à pied, en patin artisanal ou en transport public de fortune, pour la SFID, Société forestière et industrielle de la Doumé, ou de Dimako, complexe industriel implanté depuis 1945 suivant le plan colonial d'exploitation forestière en Afrique équatoriale française, réserve d'essences de bois les plus variées et les plus riches. Après l'indépendance, la société SFID, qui sort d'une période de baisse d'activité, reprend du service, grâce à l'irradiation du plan Marshall depuis l'Europe. Elle est refondée par un brave du coin nommé Banda André, et un vieil expatrié rescapé des vestiges coloniaux. Cette structure industrielle, passée du régime d'intervention financière dirigiste de l'État colonial à mandat capitaliste, s'érige en îlot d'espoir pour les populations de la grande région de l'Est. C'est en suivant l'exode économique que Mangolo Timothée,
venu de son Ndouma natal côté ouest, se retrouve à Dimako. Il est loin d'imaginer que cette aventure le conduira, par le biais de sa petite progéniture, dans un palais présidentiel. Il est employé à la SFID comme chauffeur chargé des approvisionnements. Il habite le camp réservé aux employés noirs, case bâtie en matériaux provisoires et rappelant les masures des townships de Soweto. Ce complexe ouvrier de fortune jouxte le camp des Blancs qui, aussitôt, se dresse en contraste bouleversant, par son immédiate proximité avec la misère des travailleurs locaux. Il est constitué de résidences confortables, d'espaces de loisirs avec piscine, cours de tennis et aires de promenade ombragées. Le site de la SFID est alors comparable à un prototype d'apartheid version forêt équatoriale. Sa ruine d'aujourd'hui en est un cliché saisissant, vestige à l'abandon, séquelle figée par les sédiments du temps et de la poussière. La bourgade de Dimako est née de l'exploitation forestière, conquête de l'Est Cameroun, à la recherche de son or vert, réserve de bois riches dont les essences variées sont fortement sollicitées sur le marché international. L'activité y est en plein essor. Quand Mangolo débarque, en sa qualité de travailleur vigoureux et dévoué, il n'éprouve aucune peine à y trouver un emploi. C'est par le dur labeur qu'il réussira à gagner la confiance de ses patrons blancs, à améliorer sa condition et à fonder une famille. Au fil des années d'efforts, la famille Mangolo grandit et s'agrandit, compte parmi elles la jeune Rosette, une adolescente pleine de vie et de beauté. Rosette est admirée par tous, par son éveil et sa dynamique, en parfaite image de son père. Elle ne passe pas inaperçue dans les rues de Dimako qui, de plus en plus, se développe selon les mêmes appétits que tous les autres Eldorado de recherche d'or, vœux de modernité célébrés tous les ans à travers des concours de Miss, événements permettant aux jeunes filles de la région de montrer leur charme. Lors d'une de ces cérémonies de Miss, qui met en lumière les jeunes filles du coin, y compris celles venant des villages reculés, Rosette, fille de papa Timothée, en est lauréate. L'élu est acclamé par toute l'assistance, une distinction qui fait l'écho, et retient particulièrement l'attention de Georges Vigourou, un patron français qui travaille à la SFID et habite le camp des expatriés. Par son statut de maître blanc, Vigourou est aussitôt servi, il confie la mission à l'un de ses ouvriers de la SFID, Samba Gaston, membre du jury de l'élection Miss, qui s'occupera de dire à Timothée Mangolo le privilège dont il fait l'objet. La Rosette, toute frémissante, délicate de son âge fragile de 15 ans, franchira, pour la première fois, le camp des expatriés. Un petit bond certes met le passage d'un univers à l'autre, entre deux mondes proches et au même moment si séparés. Georges découvrant le charme et la tendresse de sa Dulcinée l'accueille en princesse, étrangement pris d'égard. Après les facilitations de Samba Gaston, c'est Banda Véronique, fille de Banda André, assez bien introduite dans le camp des Blancs, qui s'est occupée d'accompagner Rosette. Car comme le veut la tradition africaine, ce sont les femmes qui livrent la muse. Une liaison amoureuse intense s'ensuivra, torride et passionnée, ses fruits ne tardent pas. Une grossesse, puis une naissance, un magnifique bébé auquel on donne les prénoms Chantal Pulchéry. Véronique ira jusqu'au bout de sa besogne, elle sera la marraine de la nouveau-née.